L'enregistrement est parti. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Eric. Eh bien, nous voilà repartis pour une petite session d'investigation, la 270e. C'est un sujet qui va être étudié par de nombreux opérateurs dans le monde. Ce sujet comporte une partie fixe et une partie libre. Cette étude comporte une partie fixe et une partie libre. Mélanie ne connaît pas encore le sujet et va le découvrir à la fin de l'induction. Mélanie, prête? Oui. Eh bien, c'est parti. Inspire profondément et expire. De 10 à 1. 10. 'Tu te laisses couler. 9. De plus en plus profondément. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Mélanie, voici la première question. Connecte-toi au terme anti-univers. Anti-univers. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à mon 3. 1, 2 et 3. Que vois-tu? Un conflit, un combat. Comme une guerre entre deux parties. Quelles sont ces deux parties? Les dirigeants. Les dirigeants et nous, les humains. Un conflit entre qui doit être imposé et respecté. C'est comme une bataille. On dirait que ça part dans un sens, que ça revient dans l'autre. C'est
C'est comme une cassette qui se bobine, qui se rebobine et qui se débobine en fait. C'est comme si je voyais le combat et que le combat s'effaçait. Et c'est contradictoire. Parce que je vois une scène, mais après je la vois dans l'autre sens. Est-ce que ce que tu exprimes serait un combat entre l'univers et l'anti-univers? Quel est ce combat? Quel est le rapport avec l'anti-univers? Quel rapport fais-tu? Quel rapport perçois-tu avec l'anti-univers? On veut le cacher. On veut cacher cet anti-univers et ces lignes temporelles. Temporelles, intemporelles. Parce que si on découvre vraiment ce qui est dans le réseau anti-univers, ça va faire bousculer la partie du pouvoir. C'est ce que j'entends. Il va y avoir une bascule forte du pouvoir et démasquage. Mais l'anti-univers existe bien. Maintenant, dans ce qui nous est annoncé, on nous perturbe justement pour ne pas connaître la vérité de cet anti-univers. C'est pour ça qu'il y a le tout et son contraire, en fait. J'entends quelque chose, mais quand j'entends cette information, j'entends une autre, en fait, qui brouille la première. C'est comme cette cassette qui rebobine, qui se débobine, ça va dans les deux sens. C'est comme je vois la scène, et puis comme si la scène s'effaçait. Et c'est du brouillage, parce que derrière tout ça, il y a quelque chose à voir avec le temps, l'espace-temps. D'ici, maintenant, mais d'avant. Et si l'humain comprend cette histoire d'espace-temps, il comprend la manipulation encore d'autant plus. Et cette manipulation est le pouvoir et le jeu de nos supérieurs. Donc là, on parle de l'anti-univers. On nous fait des références au niveau des films, au niveau des médias, mais tout n'est pas dit à ce niveau-là. C'est vraiment bizarre de voir tout et son contraire. Est-ce que tu pourrais lever le voile sur ce qu'apporterait la révélation de cet anti-univers? Compréhension de plus de population. Compréhension d'un système mis en place par un monde invisible ou que l'on pense invisible, mais qui est visible si on veut le voir, n'est visible par que celui qui pourra le voir et le ressentir. Si on lève ce voile, il y aura une grosse compréhension et un effondrement en tous les cas, d'une partie des supérieurs au pouvoir. Bon. Effondrement de leur tactique et technique de mise en place
de leur destruction. Donc, si je résume, tu fais un rapport entre la connaissance et la compréhension de l'anti-univers qui amènerait une compréhension de ce qui se joue ici. Oui, C'est bien ça. oui, c'est en lien. C'est en lien et c'est en lien direct sur un système de déstabilisation de la population à nouveau. Parce que là, ça touche vraiment. Pourtant, il semble que sur les réseaux, ce sujet soit évoqué. Oui, mais pas compris. D'accord. Et Donc, c'est la véritable compréhension ouais, qui pourrait révéler et faire comprendre certaines choses. il est évoqué, flou, mais pas compris. Donc ça reste trop vaste, ça reste nouveau et inconnu quand même. Ce système n'est pas connu. Euh, J'entends n'attire pas parce qu'il est trop flou dans sa définition de ce qu'il en est sur les réseaux. Ok. Tu vas te déconnecter de ce groupe d'informations. Respire. Ça va? Ouais. Deuxième question. Tu vas te connecter au terme antimatière et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à mon 3. Antimatière. 1, 2, 3. Que perçois-tu, Mélanie? Une masse noire qui sent le pétrole. Ça sent le pétrole, c'est liquide. Cette masse bouge et liquide. Est-ce que tu peux la toucher pour prendre l'information? La fréquence? C'est vraiment la matière, c'est vraiment du pétrole. Et Chimiquement parlant? oui, Ou dans l'aspect? non, c'est vraiment du pétrole chimiquement parlant. Euh, et quand j'entends antimatière, c'est de nouveau, j'entends jeu de matière, jeu de produits exactement, jeu de... Je vois une roulette de casino, comme si c'était quelque chose avec lequel il joue avec la matière. Il joue avec ce pétrole. C'est un jeu nouveau, de jeu de pouvoir et jeu de peur. Et c'est dans la matière utile et importante utilisée par l'humain. C'est avec c'est cette matière-là, moi, que je vois, en fait. Jeu de matière importante pour l'humain. Et fluctuation de peur, de manque de matière, mais d'augmentation de prix. Et donc, si je résume, le terme d'antimatière, tu le perçois au niveau d'ici, Oui, de notre monde. oui, Le pétrole serait considéré comme une antimatière. oui.
qui se transforme en matière, finalement. Oui, d'ici, mais en fait... Puisqu'il devient du kérosène, de l'essence, du plastique, il devient plein de choses, le pétrole. Oui, mais d'antimatière de maintenant, mais c'est bizarre parce que je suis là maintenant, mais en même temps, je suis sur une autre scène où en soi, on n'a pas besoin de tout ça. Pas besoin d'autant. C'est de l'abusif, en fait. C'est toute une, je vois une spirale, comme un tourbillon. euh, et c'est drôle parce que quand je suis à la base du tourbillon, ben, la vie va très très bien sans toutes ces matières. Donc c'est de nouveau un jeu. La matière, que la matière soit là ou pas là, tout va bien en fait. Et c'est un système qui nous fait croire que s'il n'y a pas, tout va mal. Et c'est un système qui met en place que si on n'a plus, tout va mal. Ok. C'est de nouveau un système de, de, de- d'avoir cette matière et de ne plus l'avoir. C'est ça. Elle est là et elle n'est pas là. Et je suis en même temps ici et sur une autre scène avec de la matière et sans la matière. Et les deux scènes vont bien. C'est le pouvoir qui ne va pas bien. Tu veux dire que la notion d'antimatière, elle aussi fait partie, ou la notion telle qu'elle est utilisée par le pouvoir fait partie du jeu et de la manipulation qui sert à faire tourner l'humain dans cette spirale qui, lorsqu'elle s'élève, le perd un petit peu, le manque de matière, trop de matière, pas assez de matière. Oui, parce Alors que qu'on j'entends nouvelle matière. J'entends même création de nouvelles matières qui ne sont vraiment pas nécessaires. Et création de soi-disant nouvelles matières. Tout ce qui est recyclage, qui recy- devient, qui viendrait de l'antimatière. qu'on nous fait croire qui devient de l'antimatière, mais ça n'est pas, c'est de nouveau du mensonge. En tous les cas, pour trois quarts des matériaux, des matières. On nous ferait croire que on va nous faire des nouvelles matières, on va faire ça avec ça, alors que c'est juste pour un tiers ou un quart des matériaux. Le reste, c'est simplement du déchet, vraiment, et de la toxicité pour la planète. Et tout ce qui crée comme antimatière avec la matière de base est très toxique, en fait. On n'a pas besoin de tout ça. J'entends simplicité. Ok. Si ce regard sur l'antimatière, tu le déploies au-delà de la Terre, si tu déploies ce regard au niveau du cosmos, par exemple, qu'est-ce que tu perçois? Une énorme poubelle géante, une énorme décharge, en fait, de crasse. Ok. Une déchetterie, enfin, des immondices. Qu'est-ce que je perçois? Ça sent mauvais, d'ailleurs. C'est chimique. Ça sent le produit chimique. Donc, pour toi, l'antimatière serait quelque chose d'artificiel dans ce que tu perçois, et la matière serait quelque chose de naturel. L'antimatière, c'est créé par l'homme pour détruire. La matière, c'est ce qui est de la ressource de la Terre, de la planète, qui est tout à fait naturelle. L'antimatière est chimique et créée. Création de destruction, création de toxicité. Je ne te déconnecte pas de ce plan parce que la question suivante est partiellement abordée dans ce que tu développes.
Question numéro 3. Que perçois-tu en faisant une comparaison entre matière et antimatière? Sachant que tu viens peut-être d'y répondre en partie. Mais poussons un peu plus loin. Quand je fais matière, quand je suis dans la matière, quand je me connecte à ce mot, c'est très drôle parce que je suis dans un champ, dans une culture, dans une image très, très naturelle, très Oui, proche de la terre et très proche du vivant, oui, de tout ce qui est transformé, mais par la nature. par la nature. Eh je vois même, je vois les cultures avec des humains et pas les machines comme on voit maintenant, des grosses moissonneuses. Et je revois vraiment le vivant. Quand je me connecte à l'antimatière, c'est un, c'est un effondrement. C'est d'ailleurs, les deux scènes sont complètement différentes. Matière, ça sent bon, il y a une fréquence très haute, il y a vraiment tout un échange, il y a un rayonnement des personnes qui travaillent avec une créativité. Quand je vois, quand je me connecte à antimatière, je suis plutôt sur une scène où c'est également une création, mais alors là, je vois une création de plus grosse ampleur, directement, heu, plus au niveau d'une usine avec, au la même chose, des éléments peut-être nutritifs, mais je les ressens morts. D'ailleurs, ils sont enlevés de la vie. C'est pas le légume vivant et de la première scène, c'est plutôt, je vois la boîte de conserve de légumes également, mais remplie de nutriments et de, conservateurs qui sont complètement toxiques et qui enlèvent tout le vivant du produit. Donc ça nous donne vraiment une nourriture antimatière chimique. Et là, je vois des personnes qui travaillent, mais dans une fréquence très basse, avec aucune créativité et aucune satisfaction et rayonnement. C'est c'est tout à fait, on part du même produit de base, mais avec un résultat tout à fait différent. Donc, si je traduis ta Vivant et pensée, non vivant. voilà, si je traduis ta pensée, ce qui est matière fait partie du vivant et du cycle naturel du Oui. vivant, Mmh. et la traduction du mot antimatière dans notre monde serait ce qui est artificiel ou dénué de vie, Non vivant, oui. Non non vivant, vivant. chimique et toxique même. D'accord. Question numéro 4. On reste sur l'antimatière. Où est l'antimatière? Je vois la profondeur du sol. Je vois l'intérieur du sol, de la terre, comme s'il y avait, des bouches, des tuyaux, c'est comme si ça sortait du sol. Ah, c'est comme des galeries, des tuyaux dans le sol et des choses qui remontent du sol. Eh bien, est-ce que tu peux suivre ces tuyaux pour en voir l'origine et voir d'où vient cette antimatière? Je vois un moteur comme, comme une énorme chaudière, comme c'est à l'intérieur du sol, c'est une énorme chaudière, ça produit de la chaleur,
ça joue sur justement l'augmentation de chaleur qui peut être très forte à certains moments et diminuer à d'autres. Et là, je vois c'est pas humain, c'est des grilles comme ça, des petits grilles qui sont en train de jouer avec. C'est une augmentation de chaleur. C'est comme s'ils avaient mis une grosse chaudière dans le sol et qu'ils jouaient avec ça. Et qu'en fonction de la température, plus haute ou moins haute, ça jouait sur la densité de l'antimatière. Je vois des... Si je traduis ta pensée, d'abord, tu vas quand même toucher un de ces grilles pour vérifier la fréquence, voir si c'est bien. Ouais, c'est ça. Ça reste... Et donc, tu dis que ces êtres sont dans le sous-sol de la planète ouais, dans et la Terre. qu'avec des machineries, ils créent de l'antimatière via un système qui produit plus ou moins de chaleur selon le résultat souhaité, c'est ça? En fait, c'est une chaudière dans le sol qui est dirigée et qui est, comment on dit, comment expliquer pour que, qui est changée avec des températures plus hautes ou plus basses, et en fonction de ces températures plus hautes ou plus basses, la formation d'antimatière est plus forte ou plus faible ici sur Terre. Et c'est ces grilles dans le sol qui règlent et qui règlent la densité de chaleur, et c'est cette chaleur qui fait la création de plus ou moins d'antimatière ici sur Terre. Au-delà de la Terre, vois-tu une origine à l'antimatière? Je vois cette chaleur qui s'intensifie encore plus et qui a l'air de venir de... Je vois une boule de feu. Je vois comme si, comme si on avait lancé une boule de feu qui avait explosé à une certaine période, et cette boule de feu a explosé sur la Terre, mais c'est comme si... C'est bizarre. Je vois la Terre et des formations d'autres choses, en fait. Je vois la Terre, je vois des planètes, je vois des étoiles, je vois... Cette boule de feu a formé certaines choses. Si je traduis, cette boule de feu que tu ressens ou perçois comme de l'antimatière lors d'une explosion a créé ou participé à la création de planètes, d'étoiles et de choses de cet ordre, c'est ça? Oui, ça a créé du vivant. Ça a créé d'abord des petits points. Je vois plein de petits points. Et de ces petits points, je vois une transformation vivante. Je vois des arbres qui se créent, je vois la nature qui se crée, je vois un ciel, je vois les étoiles. Ça a créé du vivant. Mais Donc, dans son application naturelle, l'antimatière peut produire du vivant ouais, et dans son utilisation artificielle, contrôlée,
elle produit de l'antivivant. Oui, mais ça produit du vivant pour le détruire. Il y a les deux de nouveau. Pour les détruire, mais pour le reconstruire. Je suis désolée, mais c'est ce qui vient. Oui, 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 Destruction, oui, oui. construction, destruction, construction, déstabilisation permanente. Pour Et reconstruction permanente, semble-t-il. oui, et le système sans fin, avec de nouveau, ça se bobine, ça se redébobine. C'est très perturbant parce que il y a vraiment chaque fois un effet et son contraire. Ok, très intéressant. Oui. On va passer à la 6e question. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations, respire. Nous revenons à la notion d'anti-univers. La question est la suivante. Comment progresse-t-on dans le temps dans l'anti-univers? Le temps n'existe pas. Le temps est une création. Même ici, le temps n'existe pas. Donc dans l'anti-univers, j'entends c'est le vrai temps, entre guillemets. C'est parce qu'ici, on s'est donné la notion de temps, qui en soi n'existe pas. C'était un programme. C'est un des premiers programmes de déstabilisation. Dans l'anti-univers, il n'y a pas de temps. Et c'est ça qu'on voit en fait, enfin que moi je vois dans tout, tout et rien en fait. Parce qu'il n'y a pas de temps. Et c'est le temps qui nous perturbe. Finalement, est-ce que c'est cette information que certains dirigeants veulent nous cacher à propos de l'anti-univers? Bien sûr, le temps est en train de changer. Le temps est en train de changer et ils veulent nous le cacher. Le temps se rétrécit, mais en fait le temps n'a jamais existé. Donc c'est encore une manipulation sur laquelle ils veulent jouer, sur laquelle ils veulent agir. Mais le temps n'existe pas. Le temps est ici, maintenant, partout et en même temps à la fois. Donc en soi, on vit un moment, mais on l'a pas vécu. On repasse par un autre qui s'efface. Et si on ne fait pas attention à ça, bah, tout va bien parce qu'en soi, il y a pas de début, il y a pas de fin. Et, et si on efface le temps, on efface bah, beaucoup de programmes qui sont liés à ce temps. Et on efface tout. Et rien, et on efface le. Si on est vraiment sans temps, on nous efface ce programme mental, et c'est là qu'on doit être, en déconnexion de ce mental. Et si on déconnecte de ce mental, ben, on se rend compte que ben, le temps n'existe pas. Ok. 7e question. Respire. Existe-t-il un seul anti-univers? Non.
Peux-tu développer? La vérité, c'est que il y a l'anti-univers, c'est un nom qu'ils ont donné. C'est un nom qui a été donné et le vrai anti-univers est juste la liberté que l'homme a en lui. Donc, si je dois développer, si tous les humains redeviennent libres, il y a vraiment cet anti-univers parce qu'on retrouve vraiment la liberté des humains. Ça nous amène à la 8e question. Sommes-nous dans l'anti-univers ou dans l'univers? Certains dans un, d'autres dans l'autre. Tout dépend de la conscience de certains êtres humains et de leur niveau de conscience et de leur liberté. Certains se trouvent dans l'un, certains se trouvent dans l'autre. Tout dépend de leur programme. Dernière question du protocole fixe. Pouvons-nous voyager dans l'anti-univers? Tout à fait. C'est pas un voyage, c'est une réalité. C'est un ressenti de la réalité, enfin, je qualifie pas ça comme voyage. Je qualifie comme ressentir simplement la réalité. Parce que Ok. quand on y est, c'est pas un voyage, on y reste en fait. On y est. Donc c'est pas un voyage. Quand on y est, c'est la vie, c'est tout. C'est pas un voyage. C'est le vivant. Ok. Tu as fait, on rentre dans le protocole libre, les questions libres. Ouais. J'ai eu l'impression, peut-être, de comprendre qu'on était dans une espèce de notion de yin et de yang, de quelque chose qui construit, de quelque chose qui déconstruit, mais qui reconstruit constamment. Est-ce que les notions liées à l'aspect yin et yang, Shiva, Vishnu, constructeur, destructeur, en même temps, sont le jeu de l'univers et de l'anti-univers? J'ai beaucoup de bruit dans les oreilles. C'est comme s'il y avait des tambours dans les oreilles qui. Suis le bruit de ces tambours, va à l'origine. Ce qui est la réponse. M'interdire d'entendre. M'interdire d'entendre, dévoiler cette chose ne leur rendrait pas service À qui? à ceux qui dirigent le pouvoir, à ceux qui dirigent la transformation de cet univers et anti-univers.
Donc, Ça rendrait trop de personnes libres et conscientes de cet anti-univers. si j'essaie de traduire ce que tu viens de dire, il y a des forces dites naturelles qui sont à l'œuvre, de construction et de destruction, et certains êtres se servent de ces forces de destruction, de l'anti-univers, de l'antimatière, en tout cas sur Terre. Et il ne faut pas qu'on découvre ce qui leur permet de jouer avec ça. C'est bien ça. Ils ne veulent pas qu'on découvre trop de choses. Ça fait du bruit d'ailleurs dans les oreilles, c'est désagréable. Ok, déconnecte-toi de ce bruit. Déconnecte-toi de ce bruit. Tu l'entends comme une très légère vibration lointaine. Mais ça ne te dérange pas. Ouais, Ça c'est ne te devenu dérange aigu. Ouais. pas. Est-ce qu'il est possible d'aller à l'origine de ce bruit? Je vois des insectes. Je vois une potion, enfin comme s'il y avait un gros chaudron et comme si on faisait bouillir des insectes. C'est ce que je vois. Et ils font boire ça. À qui? Une partie de la population. Là, je vois de nouveau une usine. C'est surtout les travailleurs de chaînes, de chantiers, et ils sont abasourdis et anesthésiés par ça. Et ça les met dans des chaînes de production, justement. Ok. Est-ce que tu es en train de faire un rapport entre l'antimatière, l'anti-univers, l'utilisation de l'antimatière, par exemple, Mhm. pour l'introduire dans l'être humain via la consommation d'insectes? Est-ce Oui, qu'il y a un rapport entre ça? il y a des boissons qui sont faites Mais c'est en rapport avec l'antimatière, c'est ça, avec la notion d'antimatière. avec la notion Et donc, d'antimatière. et donc le côté destructeur de l'antimatière, c'est ça? Oui, je vois ça essentiellement dans le café. Dans certains cafés apparemment, parce que je vois ça dans comment on appelle ça, dans les cafétérias d'usines, et je vois ça. Enfin, en fait, quand je regarde ce qui sort de la machine à café, c'est pas le café, c'est cette potion que je vois dans ce chaudron. C'est ça que c'est. Ok, C'est je vois la salle de réfectoire d'usine et je vois le café, mais c'est pas du café. ok. Ça, je pense avoir saisi, Ouais. mais c'est l'utilisation de l'antimatière qui m'intéresse, qui Oui, nous intéresse. Et donc, il y a un équilibre naturel de construction et de destruction, de matière et d'antimatière. L'antimatière pouvant être à l'origine de la vie tout en la détruisant, mais en la reconstruisant constamment. C'est un jeu de la mort matière, vivant. Ouais. matière, antimatière. Et il semblerait que cette notion d'antimatière ou cette fréquence d'antimatière soit utilisée donc par ce qui nous
gouverne, que ce soit d'un point de vue ésotérique ou physique, pour essayer d'introduire cette antimatière dans notre quotidien et d'apporter un déséquilibre qui mènerait à plus de destruction que n'amènerait l'équilibre naturel. C'est bien ça que je dois comprendre? Oui. Je traduis bien? Destruction de cette antimatière, complètement, oui. Ok. Difficile de conceptualiser l'antimatière et la matière, l'anti-univers et l'univers. C'est comme s'il y avait... Est-ce que tu vois une possibilité de passage? Est-ce que tu vois une possibilité de passage entre l'univers et l'anti-univers? Est-ce que tu vois une relation qui permettrait un passage de l'un à l'autre et de l'autre à l'un et vice-versa? Ou est-ce que c'est déjà là? Est-ce que ça a toujours été? Ou est-ce que ça apparaît, ça disparaît? Que vois-tu à ce niveau-là? Dans la relation entre... Est-ce qu'il y a une éventuelle relation entre l'anti-univers et l'univers? Je vois un portail. Je vois un portail à passer. Passer d'un côté ou de l'autre. Du côté d'un portail, c'est lumineux, c'est vivant. De l'autre côté, c'est mort, c'est un cimetière. Est-ce que de l'autre côté, où c'est mort et cimetière, il y a malgré tout des consciences, des êtres Bien qui sont sûr, présents? ouais. Ok. C'est Est-ce que c'est une partie de la Terre de maintenant et d'avant. C'est une partie de la Terre, mais anesthésiée et morte. Enfin, quand je dis mort, il y a une partie, c'est au sens cadavre, mais il y a une partie, entre guillemets, du vivant qui est mort, de beaucoup de personnes vivantes qui sont mortes, enfin, difficile à exprimer, qui sont là vivantes, mais qui sont anesthésiées et mortes en soi, Ok. parce qu'elles sont manipulées. Elles sont tellement manipulées qu'en soi, c'est pas du vivant. Elles n'ont pas de création, elles n'ont pas de pouvoir de création. Elles sont juste comme des marionnettes. Est-ce que ces êtres qui sont dans l'anti-univers sont capables de venir dans l'univers, au-delà des consciences dont certaines parties sont endormies et dans cet anti-univers? Est-ce qu'il y a des consciences qui sont dans l'anti-univers et qui ont pu rentrer dans l'univers? Ou est-ce que c'est un jeu constant de l'un à l'autre? Que se passe-t-il? Il peut y avoir des libérations de personnes et un passage d'un à l'autre, effectivement. Est-ce que tu vois des consciences ou des êtres qui ne sont pas humains dans cet anti-univers? De la même manière que tu y vois aussi certaines consciences humaines. Il y en a, mais elles sont différentes. Elles ne sont pas dirigées par le même pouvoir, en fait. J'entends des consciences qui sont typiquement de l'anti-univers, qui ne vivent Non, que là. non, 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 il n'y en a pas. Si on considère cet équilibre entre les forces destructrices et les forces constructrices, est-ce que la destruction qui semble être volontairement provoquée par certains êtres qui utilisent l'antimatière, est-ce que malgré tout,
il y aura une réponse du vivant face à cette destruction volontaire et exagérée. Elle va apparaître, oui. On va la découvrir. Petit à petit, il va y avoir des indices. Et donc l'équilibre peut être perturbé artificiellement, mais le vivant va toujours trouver une réponse. Ou va trouver des réponses, toujours, je ne sais pas, mais va trouver des réponses. Est-ce que l'équilibre va se maintenir parce que c'est la nature d'être en équilibre? C'est naturel d'être en équilibre? C'est pas une question de naturel. Le vivant et son pouvoir de création va faire basculer la fréquence pour avoir un équilibre plus stable, c'est tout. Ok. Donc il y aurait une réponse du vivant face à cette destruction. Oui. Et je vois quand même la destruction de certaines personnes hautes placées. Il va y avoir du changement à ce niveau-là. Ok. Ça va pas leur plaire. Eh bien, je pense que cette perspective peut nous servir de conclusion. Mélanie, tu te déconnectes de tout et de tous maintenant. Retrouve tes fréquences habituelles. Tu connais le process. Sublime-les dans tout ton corps. Ressens la force physique revenir. Et lorsque tu es prête, tu reviens. Mélanie, merci. Merci Eric. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile
e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.